Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu 2024-2025 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque au Kraken de Seattle. Le Kraken de Seattle a connu une saison que je qualifierais de décevante la saison dernière. Je sais pas, je pense que c'est genre ça fait 2 fois en 3 ans d'existence qu'il manque les séries éliminatoires parce qu'à leur première année ils ont fait partie des séries, mais il me semble que les 2 autres années qui ont suivi ils ont pas fait partie des séries. Donc c'est ça, on a connu une saison un peu compliquée qui a mené éventuellement évidemment au renvoi de l'entraîneur-chef Dave Axtell, le dis-je bien, qui aura été remplacé par Dan Blisma. Dans le cas de Dan Blisma, lui, beaucoup d'expérience derrière la cravate. Là. Il avait remporté entre autres la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2008-2009. Sinon, ça faisait déjà un bon 2 ans qu'il était l'entraîneur-chef du club école du Kraken de Seattle dans la Ligue américaine. Il a réussi à amener le club en finale quand même de la Coupe Calder 2 années d'affilée, ce qui est quand même très bien là, pour lui. Puis évidemment, ben, vu qu'il était entraîneur-chef du côté du club école du Kraken, ben, il y a des gars qui connaissent déjà bien. Donc ça se pourrait que ça soit quelque chose qui va jouer en sa faveur. Dont entre autres d'ailleurs le Riker Evans que je vais vous parler tantôt, puis Shane Wright que lui a connu avec le club école dans la Ligue américaine. Fait que ça risque d'être intéressant. Dans le cas de Dan Bisma, ben évidemment, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience en séries éliminatoires. Puis c'est ça qu'on veut, là, c'est on veut que le club aille en séries éliminatoires, puis idéalement qu'il fasse une run en séries éliminatoires. Donc, c'est ce que Ron Francis a été chercher. Dans le cas de Dan Bisma aussi, il faut mentionner que après, c'était après quoi déjà? Je me rappelle plus, mais en tout cas, il a été comme assistant pendant 3 ans du côté de Détroit. Donc, il y a eu comme une espèce de baisse. Il est passé d'entraîneur-chef à assistant-entraîneur. Après ça, il s'est ramassé dans la Ligue américaine. Fait que là, il revient là, finalement dans la Ligue nationale. Euh, une première depuis quelques années pour lui. Là. Fait que, bref, ça risque d'être intéressant de voir comment est-ce qu'il va se réadapter à la LNH aujourd'hui. Est-ce que ça va bien se passer? Puis surtout, ben, dû au fait qu'il connaît déjà pas mal certains joueurs, ben ça risque de jouer en sa faveur pour ce qui est de son adaptation. Alors, on revient avec le directeur général Ron Francis, sinon le nouvel entraîneur Dan Bisma, qui était du côté de la Ligue américaine la saison dernière. On a terminé 25e dans la Ligue nationale et 12e au niveau de la conférence de l'Ouest. Évidemment, on n'a pas participé aux éliminatoires. Pour la saison 2023-24, le Kraken, c'est 34 victoires, 35 défaites, 13 défaites en prolongation pour un total de 81 points. Une moyenne de buts marqués de 2,61 pour le 29e rang dans la Ligue nationale. Et ça blesse. Ça blesse parce que le Kraken est une organisation qui, d'habitude, la production offensive était quand même euh, assez étalée. Tu avais les 3 premières lignes qui pouvaient te faire mal du côté du Kraken. Ça a été moins le cas. Là. Il y a certains joueurs qui ont vu des productions offensives baisser de façon significative cette saison. C'est sûr aussi avec l'absence de Vince Dunn qui a joué seulement 59 matchs, ça fait mal. C'est notre premier défenseur du côté de Seattle. Mais c'est ça, c'est que somme toute, on a eu beaucoup de difficultés à marquer des buts. Alors que par le passé, c'était une équipe qu'on pourrait qualifier qui était plus de profondeur. Donc, qui avait pas nécessairement de joueurs All-Stars, mais qui avait des joueurs un peu partout qui pouvaient marquer. Ça n'a pas vraiment été le cas la saison dernière. Donc 2,61, on est 29e dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts encaissés de 2,83 pour le 9e rang dans la Ligue nationale. Donc ça, c'est quand même très bien. Un avantage numérique à 20,7, on est 17e dans la Ligue nationale, c'est moyen. Et sinon, un désavantage à 78,8 pour le 20e rang dans la Ligue nationale, ce qui est pas terrible. Là, ce qui est pas dramatique, mais pas terrible. Alors, pour ce qui est du meilleur buteur du côté du Kraken de Seattle, c'est Jared McCann. Donc, ça va bien pour lui du côté de Seattle, honnêtement. Un total de 62 points. Il a terminé au premier rang pour ce qui est des pointeurs du Kraken de Seattle la saison dernière devant Oliver Bjorkstrand qui lui a terminé avec 59 points. Avec Jared McCann, premier buteur, premier pointeur de l'organisation du Kraken. Le meilleur défenseur a été Vince Dunn en 59 matchs, 46 points, plus 8 en termes de différentiel plus-moins. C'est un défenseur qui est un défenseur que je qualifie d'intelligent. C'est un gars qui est capable de s'appliquer à peu près à tous les aspects du jeu, puis qui lit bien le jeu de façon générale. Fait que ça nous manque. Quand il n'est pas là, ça paraît, mettons. Ensuite de ça, au niveau des espoirs. Bon, au niveau des espoirs, le Kraken a, disons, de
grande possibilité de voir les deux premiers espoirs ici dans leur alignement dès cette année. Fait qu'on parle ici d'abord et avant tout de Shane Wright, qu'on connaît bien à Montréal. 20 ans, c'est un joueur de centre qui a évolué au niveau de la Ligue américaine la saison dernière, un petit peu dans la Ligue nationale, mais sinon majoritairement au niveau de la Ligue américaine. En 59 matchs, 22 buts, 25 passes pour 47 points. Donc quand même une production offensive qui est une production intéressante, là, 47 en 59. C'est un gars qu'on dit qu'il a un très bon sens du hockey, donc une bonne lecture de jeu. Il est capable d'avoir une bonne ligne de passe, de créer une ligne de passe et d'exploiter des lignes de passe. Et sinon, on considère qu'il a un bon tir également. Shane Wright, on le définissait comme étant un gars qui était two-way. Je ne sais pas à quel point il est vraiment two-way. Moi, je dirais peut-être que c'est un joueur de centre un peu plus offensif, mais pas nécessairement que offensif. On va dire ça comme ça. Alors ça, c'est un joueur qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale dès cette année. Il y a eu un petit stage de 8 matchs. Il y a eu 5 points en 8 matchs la saison dernière du côté du Kraken de Seattle. Donc, c'est un gars qu'on pourrait voir. Et comme je vous dis, dans le cas de Dan Bisman, on connaît déjà bien Shane Wright. Fait que, il y a des chances qu'on lui donne un petit peu plus. Vous allez voir, moi, je l'ai mis sur le quatrième trio. Mais d'après moi, on va lui donner plus de responsabilités que ça, vu qu'on le connaît déjà bien. Par la suite, en termes de deuxième espoir, on va y aller avec Riker Evans. Lui, c'est un défenseur de 22 ans qui a évolué en partie dans la Ligue américaine, en partie dans la Ligue nationale la saison dernière. Dans la Ligue américaine, c'est 25 matchs, 2 buts, 13 passes pour 15 points pour ce qui est de Riker Evans. Au niveau de la Ligue nationale, il a joué 36 matchs pour 9 points. Sinon, c'est surtout en séries éliminatoires dans la Ligue américaine qui s'est démarqué avec 10 points en 18 matchs pour ce qui est du défenseur de 22 ans. Alors, c'est un défenseur qu'on dit qu'il lit très bien le jeu. Il a un bon hockey sense. Et puis sinon, il a une très bonne première passe de sortie de zone. Semble-t-il qu'il est capable de trouver assez facilement de bonnes sorties de zone sécuritaire. Alors, c'est un gars qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale dès cette année. Ça serait pas nécessairement ses débuts, parce qu'il a déjà joué 39 matchs, mais c'est un gars qui a peu d'expérience au niveau de la Ligue nationale, qu'on pourrait avoir dès cette année. Et en termes de troisième espoir, ben là, j'y ai été avec Barclay Catton. Dans le cas de Barclay Catton, il a 18 ans, joueur de centre, qui a évolué au niveau de la Ligue de l'Ouest la saison dernière. C'est un choix de première ronde cette année pour ce qui est du Kraken de Seattle. En 68 matchs dans la Ligue de l'Ouest, il a 54 buts, 62 passes et 116 points. Une production offensive exceptionnelle. Au niveau des séries éliminatoires dans la Ligue de l'Ouest, c'est 4 points en 4 matchs pour ce qui est de Catton. Alors, c'est un joueur de centre qui est un joueur de centre offensif. C'est pas un two-way, c'est offensif. C'est un gars qui a d'excellentes mains et qui est très rapide sur patin. C'est un joueur qui a un potentiel d'être un joueur à haut talent LNH. Donc, Barclay Catton qui devrait jouer junior cette année, théoriquement. Maintenant, ben, comme je vous avais expliqué lors de la dernière vidéo, on y va avec le cap projeté, puisque évidemment, pendant les camps d'entraînement, on augmente la limite du cap parce qu'on veut permettre aux organisations de pouvoir voir le maximum de joueurs possible pendant les camps d'entraînement. Ce qui fait donc que le site Puckpedia fait une projection de ce qui pourrait être l'alignement en début de saison. Et à ce moment-là, ben, le cap qui serait disponible serait, donc le cap projeté, serait un espace de 4286 $. Ils sont genre à 87 quelques millions, puis le maximum c'est 88 millions. Fait que sont pratiquement flush sur le cap. Bang. Donc, pas d'espace du côté du Kraken de Seattle. Si on veut un joueur, il va falloir qu'on fasse une transaction. Maintenant, on va y aller. Ben, en fait, je vous rappelle évidemment que vous pouvez me suivre sur mes différentes plateformes, dont entre autres sur YouTube, TikTok, mais aussi Instagram, toujours au nom de HockeyFan514. Vous pouvez me retrouver avec le hashtag HF514 et je vous invite à aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca pour aller voir les 32 articles. En fait, ils ne sont pas tous sortis encore. C'est un 32 en 32. Donc, les articles qui font un résumé des étés des différentes organisations, donc les signatures, les transactions, etc. C'est des textes qui sont signés par notre chroniqueur Andy Saucier sur le site alacoupe.ca. Maintenant, on va y aller avec un alignement qui est un alignement projeté. On a fait des additions qui sont des additions intéressantes. Surtout par l'expérience de la Coupe Stanley. Je pense entre autres ici à Chandler Stevenson. Dans son cas, à lui, il a remporté 2 Coupes Stanley. Donc, il avait gagné une Coupe Stanley avec les Capitals de Washington il y a X nombre d'années. Ben, celle qu'ils ont gagné avec Ovechkin finalement. Puis sinon, il a gagné celle de 2023 avec les Golden Knights de Vegas. Donc, on a l'expérience de la Coupe Stanley. On a même 2 bagues. Sinon, évidemment, Brandon Montour qui a été une très grosse acquisition du côté du Kraken de Seattle qui a gagné la Coupe Stanley la saison dernière du côté de la Floride. Maura aussi là, qui a gagné la Coupe Stanley avec les Panthers l'année passée. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est des gars qui ont de l'expérience des séries éliminatoires. Puis ce qu'on veut,
on pense qu'on a l'équipe pour rentrer en série et après ça, on veut des gars qui vont être capables de comme team up tout le monde pour faire une poussée en séries éliminatoires. Donc, c'est des acquisitions qui sont intéressantes qui ont été faites du côté du Kraken de Seattle. Maintenant, au niveau des deux premières lignes, ben là, au moment de tourner ma vidéo, les camps d'entraînement viennent de commencer. On essaie certaines choses là, dans les organisations. Fait que là, du côté du Kraken, pour mes deux premières lignes, j'ai tout simplement été avec les lignes qu'on voit actuellement dans le camp d'entraînement. Pour les deux dernières, j'ai été avec mon propre instant. Mon propre instant. Au niveau des défenseurs, j'y ai été pas mal selon la logique, tout simplement. Puis au niveau des gardiens, j'ai été selon la logique, tout simplement. Ou selon ma logique à moi, là, tout simplement. Alors, les deux premières lignes. Bon, on va commencer avec Jared McCann. Lui, c'est le premier allié gauche de l'organisation. 62 points, 80 matchs la saison dernière. Ça a été le meilleur pointeur, fait qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur le premier trio. C'est un joueur que ça fait quelques années là, qui domine au niveau du Kraken de Seattle, au niveau des points. Fait que c'est un gars qui est sur mon premier trio, que je fais jouer avec Matty Beniers. Pour Matty Beniers, ça a été une deuxième année un peu plus compliquée, je dirais. 37 points, 77 matchs la saison dernière. C'est un gars qui avait fait 57 points, je crois, sa saison recrue. Mais souvent, la deuxième année est plus difficile. On dirait que la première année, les gars sont hype parce qu'ils sont dans la LNH, puis ils commencent à jouer professionnel. Et la deuxième année, ben là, on se rend compte que la saison était longue finalement, la première saison, puis on est un peu à bout. Souvent d'ailleurs, même les joueurs qui ont joué au niveau collégial américain, leur première année vers la fin, ils ont de la difficulté parce qu'au niveau des collèges américains, ils jouent une quarantaine ou une cinquantaine de matchs. Je pense que c'est dans la quarantaine de matchs au niveau collégial américain. Fait que quand ils arrivent dans la LNH, puis il faut qu'ils en jouent plus de 80, là, ouh, la fin de saison est tough. Ça commence fort, mais c'est tough après. Fait que dans le cas de Matty Beniers, ben 37 points, 77 matchs la saison dernière, mais il reste pas moins que c'est un méchant centre qu'on a en termes de potentiel du côté du Kraken de Seattle. Fait que moi, je le garde sur mon premier trio. Et par la suite, à l'aile droite, je vais y faire jouer Bjorkstrand, 59 points la saison dernière et en 82 matchs du côté de Seattle pour ce qui est de Bjorkstrand. Une bonne saison dans ses standards à lui. En termes de deuxième ligne, on y va avec Jaden Schwartz. Lui, c'est 30 points, 62 matchs. C'est là où j'ai respecté le top 6 qui a été fait pendant les camps d'entraînement. Parce que moi, j'aurais probablement pas mis Schwartz sur mon deuxième trio. À 30 points en 62 matchs, c'est à peu près une quarantaine de points dans la saison. Je ne sais pas à quel point je le trouve intéressant là. Mais, c'est ce qui a été fait. Donc, on va y aller avec ça. Chandler Stevenson, lui, qui évoluait du côté des Golden Knights de Vegas la saison dernière, 51 points en 75 matchs, qui est à peu près dans ses standards. Quoique, il me semble qu'il avait connu une grosse saison, là, comme 2-3 ans. Mais en tout cas, c'est un joueur qui peut apporter à peu près ça, 50-60 points. Et Burakovsky, 16 points en 50 matchs, ben 49 matchs la saison dernière du côté de Seattle pour Burakovsky. Donc c'est ça. Mes ailiers n'auraient probablement pas été ça si je n'avais pas respecté ce qui est fait au niveau du camp d'entraînement. Au niveau du bottom six, cette fois-ci, je me suis permis certaines grandeurs. Alors j'y ai été avec mon feeling à moi. Tel Vanen, dans son cas à lui, qui est mon ailier gauche ici du troisième trio, 41 points, 81 matchs que je fais jouer avec Yann Gourde, 33 points, 80 matchs la saison dernière. Les deux gars ont joué beaucoup ensemble la saison dernière. Donc ça a été pour une bonne partie de la saison, c'était eux autres avec Bjorkstrand. Fait que ça a été même la ligne la plus souvent utilisée ensemble. Les Televainen, Gourde et Bjorkstrand. Fait que j'ai gardé Televainen avec Yanni Gourde parce que si tu regardes sommairement, il avait connu les trois relativement une bonne saison, à peu près dans leur standard. Televainen 41 points, Gourde 33 points, puis Bjorkstrand 59. Fait que je pense qu'on va garder les deux ensemble. Dans le cas de Jordan Eberle, c'est un petit peu compliqué, payé cher quand même. Un petit peu compliqué, 44 points, 78 matchs la saison dernière pour Jordan Eberle. Encore là, je reviens avec l'idée que si j'avais pas respecté le camp, moi, ça aurait probablement été Eberle qui aurait été sur mon deuxième trio, au lieu de le mettre sur mon troisième trio. Mais en échange de quoi, comme j'ai mentionné, c'est que on avait connu une bonne saison avec la ligne de Tolvainen, Gourde et Bjorkstrand. Fait que peut-être est-ce que pour Eberle, ça peut être bon pour lui de jouer avec Gourde et Tolvainen. J'y souhaite en tout cas. Parce que c'est un gars qui pourrait contribuer un petit peu plus offensivement. Mais encore là, c'est pas un gars qui fait 90 points saison. Là, mais c'est un gars qui pourrait faire plus qu'une quarantaine de points dans la Ligue nationale. En termes de quatrième trio, ben, j'étais avec le jeune Katir Kartai, 23 ans pour ce qui est de Kartai, 20 points en 77 matchs la saison dernière, que je fais jouer avec mon espoir Shane Wright, 8 matchs, 5 points la saison dernière du côté de Seattle. Et Brandon Tanev. On dirait des mugshots, là, ces photos de début d'année à lui. En tout cas, donc 16 points en 66 matchs, Tanev qui est un joueur essentiellement d'énergie.
J'ai pas de joueur scratch cette fois-ci, par contre. Mais écoute, hein, on est dans le cap, on est dans le cap. L'important, c'est qu'on rentre dedans. Ensuite de ça, au niveau des défenseurs. Ben, au niveau des défenseurs, Vince Dunn et Adam Larson, c'est notre première paire. Là. Eux autres, ils jouaient, c'est eux autres qui jouaient ensemble l'année passée. Fait qu'on on garde notre première paire telle qu'elle est. Vince Dunn, c'est 46 points en 59 matchs la saison dernière. Donc, ça a été le meilleur défenseur sur un point de vue offensif du côté du Kraken de Seattle. Que je fais jouer avec Adam Larson. Lui, c'est 18 points en 81 matchs la saison dernière. Pour ce qui est d'Adam Larson, un défenseur quand même mobile, mais plus défensif qu'offensif. Vince Dunn, très intelligent. C'est ça que j'aime de ce défenseur-là. En termes de deuxième paire, j'y vais avec Oleksiak, 15 points en 82 matchs. Et là, c'est dommage un peu parce qu'on a séparé notre pairing de l'année passée. L'année passée, Oleksiak jouait avec Bergen. Là, ben, on a été chercher Brandon Montour des Panthers de la Floride. Alors, Brandon Montour, 33 points en 66 matchs la saison dernière. Brandon Montour, c'est un joueur qui a l'expérience, qui a la bague de la Coupe Stanley, qui est capable d'avoir une touche offensive intéressante. Et c'était le défenseur qui était le plus utilisé par les Panthers dans les dernières années. Fait en termes de confiance que l'organisation de la Floride avait envers Brandon Montour, c'était quand même très élevé. Et là, le fait qu'il prend la décision d'avoir un nouveau départ ailleurs, lui il a mentionné qu'il était attiré par le fanbase qu'on a du côté de Seattle. Histoire rapide, Seattle s'est situé complètement dans le nord-ouest des États-Unis, donc c'est à proximité de la ville de Vancouver au Canada. Déjà à la base, Seattle, avant même d'avoir une organisation, c'était une ville qui aimait le hockey. Il y avait une base de partisans de hockey déjà présents à Seattle avant même d'avoir une organisation. C'était généralement des partisans des Canucks à cause de la proximité géographique. Maintenant, c'est sûr que c'est pas comparable avec la Floride, parce que la Floride, c'est Sunrise, c'est près de quoi? C'est près de Fort Lauderdale, je pense, quelque chose comme ça. C'est même pas proche de Miami. Puis on commence là avec les bonnes performances qu'on a eues, finale de la Coupe v'là 2 ans, Coupe Stanley l'année passée. On commence vraiment à asseoir finalement un fanbase. Puis c'est comme ça, gars. Tampa Bay, c'est ça. Tampa Bay, ça a été avec des victoires puis des coupes qui ont réussi à avoir un fanbase régulier. C'est pas le plus gros fanbase de la Ligue nationale, mais c'est un fanbase qui est régulier et suffisant. Les Panthers, on est en train de le faire graduellement en ce moment. Donc, Brandon Montour a mentionné qu'il était intéressé par l'aspect partisan. Très belle arena d'ailleurs. Moi, je l'aime bien cette arena-là qui est comme semi dans le sol. Là. C'est particulier, si jamais ça vous intéresse, là, c'est assez particulier. Climate, je sais pas trop quoi. Arena de Seattle, là. C'est un arena qui est éco-responsable, partiellement dans la terre, avec des drôles d'écran. Mais vraiment beau. C'est un bel arena qu'ils ont fait. Enfin bref. Parenthèse. Tout ça pour dire, Brandon Montour s'amène avec le Kraken de Seattle. Puis moi, j'aurais été intéressé, Brandon Montour, avec Vince Dunn. Mais c'est deux gars qui aiment bien quand même pousser un peu l'attaque. Fait on sépare ça avec des défenseurs plus défensifs, Larson avec Dunn et Oleksiak avec Montour. En termes de troisième pairing, ben là, on y va avec notre jeune Berkeley, pas Berkeley, mais Riker Evans. Evans, lui, c'est 36 matchs la saison dernière du côté de Seattle, 9 points, que je joue avec Bergen, 25 points, 82 matchs. Et puis finalement, on scratch Maura, que lui, on a été chercher, il jouait du côté de la Floride la saison dernière, 26 ans Maura, 30 matchs, 9 points avec les Panthers. Les gardiens de but. Au niveau des gardiens de but, il n'y a pas vraiment de questions à se poser par rapport à qui va être dans la Ligue nationale et la Ligue américaine. Dakar et Grobauer sont nos deux gardiens Ligue nationale. Puis pour ce qui est de Stetscat, c'est notre partant au niveau de la Ligue américaine. Ben, partant, en tout cas. C'est un gardien au niveau de la Ligue américaine. Par contre, en cours de saison, ce qu'on a remarqué, Philippe Grobauer, quand il était avec le Kraken de Seattle, c'était lui notre partant qu'on avait du côté de Seattle. Et il n'a pas nécessairement performé à la hauteur de ce qu'on s'attendait de lui la saison dernière. Ce qui fait que Joey Dakar a passé devant. Et là, Joey Dakar actuellement n'est peut-être pas considéré comme étant clairement le gardien numéro un, mais ses performances de la saison dernière peuvent donner des bons arguments pour qu'il soit considéré comme étant le gardien numéro un. C'est la raison pour laquelle j'y étais avec Joey Dakar comme étant mon gardien numéro un en 50 matchs la saison dernière du côté de Seattle. 2,46 de moyenne et 916 d'efficacité. Donc, excellent du côté de Joey Dakar. Philippe Grobauer, un petit peu plus vieux, Philippe Grobauer, il a 32 ans. En 36 matchs du côté de Seattle la saison dernière, 2,85 de moyenne et 899. C'est pas dramatique, mais Joey Dakar a mieux fait. Pour moi, c'est mon partant. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, on y va avec Steska. Steska, lui, dans la Ligue américaine la saison dernière, en 27 matchs, il a une moyenne de 2,48 et une efficacité de 914. Alors, le Kraken de Seattle a apporté quand même
quelques modifications qui sont des modifications intéressantes, mais c'est ici on se rend en séries éliminatoires. Puis le problème que moi je vois dans cette organisation-là, c'est justement le manque de production offensive. Donc, je ne sais pas vraiment à quel point est-ce que Dan Bisma va être capable de changer complètement l'identité de cette équipe-là. C'est un gars qui a réussi à plusieurs reprises à amener les Pingouins en finale. Pas en finale, mais en séries éliminatoires, excusez-moi. Euh, donc, s'il est capable d'amener cette équipe-là en séries éliminatoires, les additions qu'on a fait pendant la saison morte, c'est pour faire un petit bout de chemin en séries éliminatoires. Donc, c'est une organisation qui a manqué les séries quand même de 3-4 positions la saison dernière. D'après moi, elle peut être dans la course aux séries éliminatoires sans nécessairement être assurée d'être en série, mais elle peut être dans la course. S'il était 12e, je me dis qu'il pourrait peut-être finir 10e. Mais c'est pas nécessairement une équipe que je mettrais comme assurée en séries éliminatoires. Alors, d'après toi, est-ce que le Kraken de Seattle, c'est une équipe qui est sûre de faire les séries éliminatoires ou est-ce que d'après toi, ben, c'est un peu comme moi ou peut-être même pire que moi? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. Je te dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2024-2025 de la LNH. D'ici là, je te souhaite une très belle fin de journée.